Bienvenue à cette présentation intitulée Le plan de réponse aux incidents, communément appelé IRP. Bienvenue dans cette conférence, Le plan de réponse aux incidents. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation chez Novipro, et on va s'entretenir avec Roger Ouellette, mon collègue, directeur de la pratique de sécurité chez Novipro. Bonjour Roger. Bonjour Pierre. Donc, pour expliquer à notre audience qu'est-ce que je fais avec toi, bien, mon rôle en sécurité, c'est plus au niveau de la gestion de risques, des risques d'affaires avec les clients, la gouvernance, les plans de continuité des affaires TI. Et il faut rappeler que mon travail serait presque impossible si je n'avais pas des gens compétents tels Roger et son équipe pour m'appuyer dans nos pratiques. Donc, merci Roger. Oh, tu te sous-estimes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de plan de réponse aux incidents. Pour amorcer cette conversation, Roger, on va se mettre en situation et on dit on commence par paniquer. Pourquoi? Eh bien, souvent, on peut vivre une crise parce qu'on a été attaqué. Et je vais prendre quelques rôles. Chantal appelle Hydro parce que le courant doit être coupé. Elle a été attaquée. François appelle le plombier pour arrêter les fuites. Il ne sait pas pourquoi. Ibrahim va sur Facebook et il trouve un débosseur. Il y a eu une crise. Puis finalement, Isabelle pense qu'il faut vider les comptes de banque en cas que la panique soit véridique. Tellement humoriste, mon Pierre, t'es tellement humoriste. Oui, mais c'est pas trop loin de la réalité par contre. Et ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on vit une crise, il peut arriver quelques scénarios, ou bien on joue à l'autruche, on met ça en dessous du tapis, puis on pense qu'il y a une pilule magique. Ce que j'aime souvent demander aux dirigeants d'entreprise quand je fais de la gestion de risque, à quel moment est-ce que vous allez vous rouler en petite boule? Et finalement, on aimerait se dire, ben, ça ne nous arrivera pas. Roger, est-ce que c'est la réalité? Malheureusement, ce n'est pas une question de savoir si ça va vous arriver, c'est quand ça va arriver. Exactement. Donc, pour en discuter aujourd'hui, notre agenda dans les 30 prochaines minutes. Et bien sûr, j'aimerais vous rappeler qu'il y a vous pouvez nous poser des questions en tout temps dans la section chat. Si on peut, on va intervenir durant les 30 minutes. Sinon, on se réserve une période de temps à la fin pour vous revenir. Donc, l'agenda, la sécurité, pourquoi est-ce que c'est si complexe? On va parler des angles, des vecteurs d'attaque. On va parler pourquoi avoir un plan de réponse à un incident. C'est quoi un plan de réponse? Et finalement, le plan de réponse du NIST, c'est très important dans mon travail d'utiliser des cadres de référence qui sont très formels, très structurés. Roger va en parler d'un que lui utilise, celui du NIST, le National Institute of Science and Technology, du gouvernement américain pour pouvoir ordonner et structurer le tout. Donc, Roger, premier angle de discussion, sécurité. Pourquoi est-ce que c'est si complexe? Pourtant, c'est tellement clair. Ça a l'air facile. Oui. Il faut penser qu'on a un paquet d'équipements. Donc, on va avoir des laptops, on va avoir des mobiles, on a des serveurs, on a des équipements industriels, on a des sensors. Puis tout ça dans différents endroits, plus les applications dans le cloud. Donc, on a un paquet de communication qui se fait à partir des endroits qu'on n'a pas nécessairement le contrôle, à partir des devices qu'on n'a pas nécessairement le contrôle, vers des environnements qu'on n'a pas nécessairement le contrôle. Ce qui fait qu'il n'y a rien de simple là-dedans. On a de la communication qui se passe partout, de tout à tout, et de contrôler ça, ça amène bien de la complexité au niveau de la sécurité. Oui, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que le périmètre de sécurité est rendu complètement virtuel. La COVID n'a pas aidé. Puis c'est sûr que nos entreprises corporatives, avec toutes les notions de sécurité puis d'encadrement du risque, ben tout ça a vraiment été, comment je pourrais dire, mis aux oubliettes, au calendrier grec, parce que c'est plus la réalité maintenant. Effectivement. Donc, maintenant, si on passait au mauvais côté des choses avec notre ami ici à l'écran, définir l'attaque, il faut comprendre comment ça se passe. C'est quoi la stratégie? Ben, effectivement. Donc, pour nous mettre en perspective, une attaque, ça arrive de l'intérieur, ça arrive de l'externe. La première chose qui va arriver, une fois qu'on a eu une brèche, la première fois que le hacker ou la mauvaise... le logiciel, c'est ça, qui est rendu à l'interne, il va y avoir une escalade de privilèges. Après ça, on va faire une reconnaissance alentour. Donc,
On va aller du côté est-ouest, donc on va faire une reconnaissance du côté, là, au niveau latéral. On va aller trouver des équipements, un serveur, des workstations, des appareils, des sensors. Et on va aller s'étendre sur les différents items qu'on va trouver sur le réseau. À chaque fois, on va faire une escaladation au niveau des privilèges. On va sortir des données parce que l'idée aussi, c'est d'avoir des preuves qu'on était sur place. Donc, on va aller se faire une copie de ça. Et on recommence. J'ai réussi à trouver un point. Je m'en vais au prochain après pour faire vraiment une reconnaissance de tout l'environnement. Et je vais sortir des données à chaque fois. Puis après ça, ben là, une fois que j'ai vraiment compris l'environnement, une fois que j'ai vraiment compris tout ce qu'il y avait en place, quel service dans le cloud, on-prem, les backups, là, je vais déclencher mon attaque. Tu me disais souvent, Roger, dans d'autres conversations, puis en fait, dans les travaux qu'on se fait, dans les travaux qu'on fait, c'est que les acteurs malveillants sont tellement bien documentés qu'ils pourraient même nous expliquer comment notre réseau fonctionne. Ah, effectivement. Ils trouvent beaucoup de choses. Ils prennent le temps. On va voir plus tard, là, mais ils prennent le temps d'apprendre ce qui est là. Ils ne sont pas rushés, les autres. Là. Ils sont là, puis ça utilise les logiciels, puis ça découvre, puis ça collecte l'information. Et puis les attaques, en plus, sont opportunistiques ou ciblées. Donc, il y a les deux. C'est pas nécessairement penser que je suis trop petit et ça n'arrivera pas. Là. C'est pas nécessairement. Ça peut être opportunistique. Puis ensuite de ça, l'affaire qui fait vraiment mal, en plus, c'est que c'est pas juste une rançon pour avoir une clé, exemple, quand on parle de rançon logicielle, c'est pas juste avoir une clé pour avoir accès à vos données. Parce qu'ils vont vous demander de payer une rançon pour avoir cette clé-là. Ensuite de ça, ils vont vous demander une rançon pour « Hey, j'ai les données. Voici les données que j'ai prises de chez vous. Tu veux-tu que je les partage? Non? Paye-moi. Tu as des employés. Ben, là, je vais aller voir tes employés parce que j'ai des données sensibles. Tout le monde a des données sensibles parce qu'on a des employés. Donc, je vais aller voir ces gens-là. J'ai des fournisseurs. J'ai des données sensibles là-dessus. Ben, je risque d'aller voir les fournisseurs aussi. Puis, ce qui est plate en plus, c'est qu'une fois que vous avez été victime, ben, si on va faire un tour dans le dark web, ben, votre score vient de monter. Vous êtes rendu un bon client. Donc, puis un bon client, on fait quoi avec un bon client? Ben, on s'occupe de notre client. Oui. Ce qui est rendu malheureux, c'est qu'il y a eu une époque, lorsqu'une compagnie subissait une attaque, on gardait ça vraiment mort pour pas que la réputation de l'entreprise soit ternie. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau publication d'informations sur le dark web, essayer de cacher ça en dessous du tapis, c'est pas une bonne affaire parce que c'est sûr que ça va se savoir. Donc, c'est mieux d'y faire face lorsque ça arrive. Puis, de façon d'une autre, avec la loi 64, qui vient d'être adoptée en septembre, on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix de rendre publique cette information-là, de divulguer, puis de mettre en place des contrôles qui ont rapport à être capable de découvrir une attaque, d'être capable de, les données sensibles qui sont là, les gens qui ont été ciblés. La loi nous force à faire ça. Il faut rendre quelqu'un de responsable dans la business, qui est rejoignable, qui est imputable par rapport à ces données-là. Donc, on en parlera tout à l'heure dans le plan de communication. Oui. D'ailleurs, on a un segment là-dessus. Roger, il y a beaucoup de données, de statistiques qui ont été publiées pour nous démontrer l'ampleur d'une attaque. Exactement. Quand on regarde cette charte-là qui vient d'IBM, ce qu'elle démontre, c'est qu'en moyenne, avant de détecter une attaque, avant de détecter qu'il y a eu une brèche, on parle de 210 jours en moyenne. En moyenne, oui. Ouais, ça, c'est de détecter. Maintenant, je sais que j'ai une brèche. Ensuite de ça, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, contenir cette brèche-là, contenir l'attaque, c'est un autre 77 jours en moyenne. Ce qui veut dire qu'entre la journée où tu as eu une attaque, tu as eu une brèche, puis que tu as réussi à contenir, donc à faire un confinement de cette attaque-là, on parle de 287 jours en moyenne. Là, on n'a pas commencé à faire d'autres choses. Là. Non. On n'a pas récupéré, on n'a pas nettoyé, on a juste contenu, ça ne va pas plus loin. Ouais. C'est ici que c'est fascinant. Si on regarde un exemple d'une compagnie en communication, le bleu en 173 jours, ça veut dire que nos espions, nos malveillants
nous observent depuis 173 jours en moyenne. Ils observent qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, comment ils peuvent y aller, comment est-ce qu'on est protégé, comment ils peuvent nous faire mal. Et lorsqu'ils décident de faire go et qu'on a le beau petit message qui dit « payez-nous », ben en moyenne, ça prend 58 jours, pas à revenir en activité à 100 %, juste essayer de cerner l'attaque et la contenir, comme tu disais. C'est assez épeurant. Ouais. Maintenant, comme tu disais, le risque c'est pas une question si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. OK? Effectivement. Pourquoi on va avoir un plan maintenant? Ben, l'idée du plan, c'est sûr qu'on parle on veut protéger nos données. On veut s'assurer que la loi 64 nous force, de façon ou d'une autre maintenant, mais on a des données, on veut les protéger. Ça peut être l'ingrédient spécial du perso de Spaghette. Tu ne veux pas que ça soit public parce que tu ne seras plus tout seul à l'avoir. Donc, tu veux après ça, ben, ta réputation, ta confiance de tes clients. Si ton client, en tant que tel, tu te fais voler des données, puis c'est des données spéciales de ton client, ben, le client ne sera pas nécessairement heureux. Tu risques de perdre de confiance, qui fait en sorte que la prochaine étape, c'est que tu vas perdre des revenus parce que ta réputation est affectée, tes clients n'est pas heureux, donc on va se retrouver à perdre des revenus. Si tu résumes ça, c'est simple, c'est que tu veux avoir une pérennité de ton entreprise. Tu veux protéger, tu veux t'assurer que ton entreprise continue de fonctionner, continue d'exister. Pour ça, il faut se préparer. Tu ne veux pas faire comme Carole, commencer à essayer d'appeler Hydro-Québec pour lui dire de fermer l'électricité de la ville. Marche pas. Non. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Roger, c'est que la réputation maintenant, c'est plus quelque chose qui est caché, c'est un fait d'opérer. Hein? On va avoir une attaque, c'est sûr, tout le monde y passe. Maintenant, au point de vue loi 64, mais il faut démontrer qu'on a été un bon père de famille pour commencer et qu'on met tout en place pour protéger l'information de nos clients. Exactement. Maintenant, Roger, pour faire tes plans, tu nous disais tout à l'heure que tu utilises un des cadres de référence qui est celui du NIST. Explique-nous la démarche. Ben, en fait, le NIST a séparé, dans le fond, la méthodologie en 4 étapes. Les étapes, c'est la préparation, la détection et analyse. Et les autres groupes, contenir, éradiquer et récupérer dans une seule bulle. Et après ça, il y a l'activité post-événement. Moi, j'ai tendance à vouloir séparer contenir, éradiquer et récupérer parce que le contenir, pour moi, fait partie de la détection, un petit peu de la détection-analyse, mais une fois que tu as contenu, c'est après ça que tu vas commencer à faire quelque chose. Donc, j'aime ça le séparer comme ça. Donc, moi, je regarde la première bulle, c'est se préparer. Ça veut dire quoi, se préparer? Oui. Donc, la préparation par rapport à un incident, c'est d'être capable d'avoir... first, on ne veut pas paniquer. Hein? Donc, pour ne pas paniquer, tu t'es préparé. La préparation, c'est des politiques d'utilisation. C'est quoi ce que l'entreprise a décidé qui était correct, qui était admissible pour les employés d'utiliser le laptop du bureau? Si tu n'as pas défini des politiques d'utilisation, des politiques des données, qu'est-ce que tu fais avec les données de l'entreprise, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu as le droit de partager ou pas partager. Les médias sociaux, qu'est-ce que tu as le droit, qu'est-ce que, tu sais, à un moment donné, il faut faire une régie sur les communications que tu vas mettre dans les médias sociaux. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Donc, on va établir des politiques d'utilisation aussi. Les clés USB, est-ce que c'est permis? Si c'est permis, c'est-tu n'importe quelle clé USB? Tu vas dire, bon, c'est telle clé USB, c'est la business qui les fournit, c'est pas celle que tu trouves ou celle que quelqu'un d'autre te donne quand tu vas sur le coin. Là, donc, il faut réglementer ça. Les rôles et responsabilités, qui fait quoi? Donc, à un moment donné, il y a un maintien de cette documentation-là, qui est le plan. Qui est responsable du plan? Qui va s'en occuper, qui va le documenter, qui va le gérer, qui va le maintenir à jour? Qui communique avec qui? Qui va maintenir ou s'assurer que les systèmes sont corrects? Donc, il faut établir des rôles, des responsabilités là-dedans. Ensuite de ça, ce qui est quand même une base, c'est quoi un incident? Il faut vraiment déterminer à quoi qu'on s'attaque, à quoi qu'on se prépare. C'est-tu un cryptoware qu'on va se préparer à, ou c'est justement une clé USB, le site web qui est attaqué, c'est-tu un message dans Facebook? Donc, il faut déterminer c'est quoi l'incident, puis à partir de ce moment-là, ça va nous guider après ça sur les prochaines étapes, c'est-à-dire, si je décide, on va en parler tantôt, là, mais si je décide que mon site web il est
critique pour l'entreprise. Si j'ai un DDoS dessus, une attaque de denial of services, il faut peut-être que je sois capable de le détecter et de l'analyser, cette affaire-là. Si je n'ai pas un moyen, je n'ai aucune façon vraiment de voir qu'est-ce qui se passe dessus, mon site web est juste pas fonctionnel, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, quand on détermine le type d'incident, qu'est-ce qui est important pour moi, ça me permet de détecter après ça, de mettre en place des outils qui me permettent de faire la détection de l'analyse. Ce qui est important, Roger, puis il faut le rappeler, c'est qu'il faut distinguer un incident qui va déclencher ou qui parraine une crise qu'un bris de service qui peut être occasionnel. On ne veut pas commencer à appeler au loup tout le temps quand ce n'est pas une crise. Une crise, ça monopolise l'entreprise, théoriquement. Ça, c'est une crise, ça. Exactement, c'est en plein ça. Ouais. Puis après ça, on va parler des plans de communication. On a parlé tantôt de la loi 64, puis en passant, on a une session sur le midi qui est dédiée à la loi 64. Donc, le plan de communication, on est obligé, dans le cas d'une brèche, de vol de données ou quelque chose qui se passe par rapport aux données de l'entreprise, de divulguer cette attaque-là. Il faut la rendre publique et dire que c'est passé X. La méthodologie de communication doit être établie dans le plan de com aussi. Donc, est-ce qu'on communique par email, par texto, par site web, par médias sociaux? Le plan de com va déterminer comment et à qui qu'on parle. Mais la divulgation de cette attaque-là, elle est légalement obligée maintenant de le faire. On a 2 ans avant d'appliquer, de se rendre conforme à la loi. Ce qui est important, Roger, pour tous ceux qui ne sont pas au courant de la conséquence de la réglementation, c'est que l'amende pour une entreprise peut aller jusqu'à 4 % des revenus annuels. Oui, 4 %. Donc, c'est sérieux. 4 % jusqu'à un maximum de 25 millions. Ça commence à faire mal. Là. Ouais. Puis on devient criminellement responsable aussi. Hein. Donc, exactement. C'est important. Puis, si on revient à dire ça, il faut que tu sois capable de détecter qu'il se passe quelque chose. S'il y a eu juste un vol de données et tu n'as aucun outil qui te permet de découvrir ça, tu as un problème. Exact. Donc, si on revient à notre plan, il faut bâtir une équipe. Donc, l'équipe en tant que telle, qui va s'occuper d'ERP, exemple, s'il y a un ERP, qui va s'occuper d'ERP, qui va s'occuper de tel et tel élément, qui va s'occuper de partir à la War Room, parce que oui, ça nous prend un War Room. S'il se passe une attaque, où qu'on se réunit pour travailler. Tu ne peux pas juste dire, toi chez vous, puis toi là, tu bois, puis là, à un moment donné, il y a une coordination à faire, tu as une équipe, il faut travailler ensemble, il faut une place pour qu'on. Hey, c'est là que la guerre se passe, pour qu'on travaille ensemble pour faire le forensique, pour faire toutes ces choses-là. Toolbox, donc avec quoi justement que je vais analyser? Ça me prend quoi? Je vais avoir besoin de postes qui sont garantis n'étant pas infectés. Donc, les laptops à quelque part qui sont fermés, qui sont comme prêts à travailler et tout. Puis le toolbox, ça peut être un consultant. Tu as un téléphone, tu as un 800 me-out, ça va pas bien, j'ai quelqu'un que je vais appeler qui va s'en venir. Oui, sauf qu'avec tout ce qui se passe dans l'industrie, ça se peut que notre consultant préféré en ait aussi par-dessus la tête. Ça arrive, c'est beaucoup. Donc, il faut s'assurer de ça. Dans le toolbox, s'il faut que je rebâtisse des systèmes, ça va me prendre des médias. Quel logiciel qui roulait, quelle clé, quel software, je vais avoir besoin de tout ça pour rebâtir. Les plans de formation, donc je vais documenter les plans de formation pour que mon équipe, parce qu'on parle d'équipe naturellement, comme on disait tantôt, cette équipe-là doit être formée pour répondre à ces incidents-là. Donc, j'ai un plan pour former les gens. Je vais avoir établi des KPI, c'est quoi que je m'attends comme temps de réponse et qui fait la personne ou les rôles qui sont établis, puis le temps que j'ai pour analyser, puis détecter, puis corriger. À un moment donné, je dois établir des règles. C'est quoi ma performance que je m'attends de réussir à faire? Donc, on va établir ça. Puis tous les formulaires de rapport, parce que quand il se passe quelque chose, on doit être capable de documenter tout ce qui s'est passé, toutes les actions entreprises, pour être capable de documenter. Donc, on a un formulaire de rapport et la documentation. Malheureusement, Roger, lorsqu'il va y avoir une crise, la vie va nous rattraper. On peut avoir un plan, on peut se préparer, détecter, contenir, éradiquer et avoir un post-événement, un bilan en équipe. La seule chose qu'on ne peut pas planifier, c'est le stress que l'on va vivre.
De là que c'est important d'avoir un guide de jeu qui est ton plan pour qu'au moins les rôles et responsabilités soient attribués. Sinon, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Exactement. Et dans l'équipe qu'on a là, qu'on a bâtie, il y a une personne, il n'y a pas 50 chefs. Tu as un chef qui gère la crise, puis lui, c'est lui qui est responsable. Oui, il y a du monde qui vont paniquer, oui, il y a du monde qui va être sur le gros stress, mais tu as une personne qui est le chef d'équipe, c'est lui qui va, c'est le chef, c'est lui qui va gérer ça. Bon. Donc, maintenant notre optimisme, nous avons un bon plan, on se prépare, on tombe, ça nous arrive, détection et analyse. Oui, monsieur. En fait, la détection et l'analyse, c'est possiblement la partie la plus dure parce qu'il faut analyser la situation puis trouver finalement ce qui se passe. Donc, détecter les incidents. Puis là, il faut penser aux vecteurs, les différents vecteurs qui sont possibles d'attaque. Tu sais, tu vas avoir des médias, les clés USB, par exemple, comme on a parlé tantôt. Ça peut être des brute force attaques, des DDoS, le site web, le courrier électronique, l'usurpation. Il y a un paquet de vecteurs d'attaque. Puis dans la première partie, dans la préparation, ce qu'on a dit, c'est quoi un incident? Mm-hmm. Dans l'incident, un incident fait en sorte que ça te détermine les vecteurs d'attaque que tu veux détecter, analyser. Là, ça vient de te dire que si je dois être capable de découvrir un DDoS ou un cryptoware, j'ai besoin des outils pour détecter. Donc, ce plan-là va faire en sorte que les vecteurs d'attaque vont être déterminés par ce qu'on a décidé qui est un incident. Donc, on va avoir les outils en conséquence pour être capable de détecter ça, puis de l'analyser en tant que tel. La détection puis l'analyse, tu vas avoir des indicateurs qui sont différents. Les indicateurs, tu as des précurseurs, puis tu as des indicateurs, finalement. Mm-hmm. Le précurseur va être, par exemple, il y a une nouvelle vulnérabilité qui est sortie sur Microsoft. Il y a un CVE, Tenable, ou n'importe qui est sorti. Écoute, il y a une vulnérabilité sur tel logiciel. Ça, c'est le précurseur. Maintenant, ce que tu dois aller faire, c'est aller détecter en l'interne. Est-ce que j'ai cette vulnérabilité-là? Un indicateur, ça va être ton SIM, ton log. Tu vas avoir un log qui va dire qu'il se passe quelque chose. Ou un cryptoware, c'est assez indicateur qu'il se passe quelque chose. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui t'avise qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est les différents niveaux qu'on va pouvoir regarder. À partir de ce moment-là, dans la détection de l'analyse, il faut faire une priorisation des événements. Puis l'événement, la priorisation, c'est pas nécessairement de dire que first in, first out. Il faut regarder les rôles puis l'implication de cet événement-là. Donc, une fois qu'il est analysé, une fois qu'on comprend ce qu'il y en a là, on va être capable de faire la priorisation. Et naturellement, on parlait de la documentation. Donc, il faut documenter ce qui se passe dans cet événement-là, dans l'analyse. Puis, c'est quoi les actions qui sont entreprises pour être capable d'analyser finalement les impacts. Donc, si je comprends dans la détection, dans notre plan, ça nous est, quand on arrive à la détection, tenez-vous bien, ça s'en vient parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, vous avez trouvé ce qui se passait, qu'est-ce qu'on fait pour contenir? Bon, la partie de contenir, dans le fond, ça nous permet de vraiment de structurer, d'élaborer une stratégie de remédiation. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est au niveau les dommages qui sont les dommages possibles, le vol qui est possible. C'est qui la source? Dans le fond, dans la détection, l'analyse, si c'est le serveur XYZ qui est en train de faire un paquet de choses sur le réseau, bon, la première chose, c'est d'aller contenir lui, de l'isoler, mais l'isolation de cet environnement-là, il faut faire attention. Dans la partie initiale, où on parlait que ferme le courant, puis va fermer les fuites, puis dans certains cas, tu peux juste dire, OK, moi, le fermer, c'est pas grave, celui-là, je suis correct. Mais dans d'autres cas, si tu débranches le power, c'est fini, là. C'est sûr que s'il y a une clé qui était partie, un cryptoware qui est parti dessus, la titre, là, tu n'as plus celui-là. Donc, il faut être capable de déterminer la source, puis après ce moment-là, on regarde les environnements, puis là, une fois que tu as fait la détection, l'analyse, là, tu vas être capable de dire comment lui, je vais le contenir. Lui, je vais juste débrancher le réseau dessus, puis là, on va regarder ce qu'on va faire avec. Mais aussi, il faut penser à la préservation de la preuve. Parce que légalement, si jamais il y a
il y a une partie légale qu'on va impliquer, parce que s'il se passe quelque chose à un moment donné, tu vas avoir impliqué la partie légale, avocat, police et autres. Tu dois garder des preuves. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses un snapshot de ton environnement, faire une sauvegarde pareil, même si tu sais qu'il n'est pas bon, là. Mais tu dois t'assurer de ça. Il faut que tu regardes après ça au niveau de cette partie-là du confinement. C'est de t'assurer, c'est quoi le temps que ça va prendre pour récupérer, c'est quoi la disponibilité des services, parce que tu as des services critiques et non critiques, tu réagis différemment. Puis, c'est ça, la durée en tant que telle. Maintenant, on a mis en place notre stratégie de containment. Je ne sais pas si on peut dire ça en français comme ça, pour contenir. Containment. Maintenant, on veut éradiquer et récupérer notre situation de production, au moins à un minimum acceptable pour l'entreprise. Exactement. En fait, là, si on pense à tout ce qu'on a fait, là, on a 287 jours de passé si on ne s'était pas préparé quasiment. Si on n'était pas capable de détecter, puis d'analyser, puis de tout faire ça, là, on est rendu à 287 jours. OK. Si je ne veux pas me mettre en petite boule, qu'est-ce que tu me dis? On va prendre en petite boule. Dans le fond, la première étape, quand tu parles d'éradiquer puis de récupérer, là, c'est on va essayer d'y aller avec les choses qui sont rapides puis qui vont avoir un impact. Tu sais, quand tu vas faire un projet, tu vas regarder des quick wins. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire rapidement qui va améliorer la situation rapidement, puis qui va être ça va, quand je dis rapidement, ça peut prendre des mois, là, récupérer des environnements. On a des clients, c'est arrivé l'année passée, au mois de mai, puis la brèche est au mois de mai l'année passée. Ouais. Janvier, c'était attaqué. Mm-hmm. On est toujours en train de nettoyer parce qu'il faut penser à. Moi, je dirais bien ça. Si tu penses il y a eu une brèche, il va aller dans l'Active Directory. Il va essayer de créer des users. Il va essayer de créer pas quelque chose dans le réseau. Il faut que tu les découvres toutes. Chacun, il faut que tu nettoies, de récupérer, de prendre ça. Dis mon backup, je vais récupérer avec mon backup. C'est bien le fun de récupérer avec ton backup, mais ton backup, là, si ça fait 210 jours ou 287 jours là, que la brèche a commencé, ton backup, il y a du stock dedans. Donc, ça, c'est la pensée magique, parce qu'il y a bien des choses au niveau de ton environnement qui ne sont pas dans le backup. En plus, si tu veux restaurer, il faut que tu t'isoles. Tu t'isoles, là, il faut que tu nettoies, tu fais du forensique, tu vas aller scanner ton environnement. Fait que de dire, j'ai chacun des serveurs, je veux juste restaurer, c'est parti. Non, c'est un à la fois. Je vais nettoyer, je vais cleaner, puis je vais voir, puis peut-être que je vais être capable de le ramener, peut-être que je ne suis pas capable, parce que pendant 200 jours, peut-être ton backup, il a passé. Oui, puis c'est toute la cohabitation avec les autres systèmes que tu dois aussi nettoyer un à la fois. C'est pas évident. Exactement. Puis comme je dis, il y a certains éléments que finalement, tu ne peux pas récupérer. Tu ne pourras juste pas, il faut que tu rebâtisses. Il faut que tu refasses à zéro, vu le toolbox que je parlais tantôt, où ce que tu dois avoir des médias, des licences, parce que c'est possible que tu aies besoin de tout rebâtir. Donc, ces environnements-là, c'est majeur. Puis le temps, on peut parler de semaines, de mois. J'ai des clients, parce que l'Active Directory, là, ça a été genre, je ne suis pas capable de trouver tout. Là. Je ne suis juste pas capable de trouver tous les éléments. Il y en a trop. Puis imagine si un de tes systèmes internes communique avec des systèmes internes de d'autres clients et que c'est toi le conduit. Exactement. Là, je ne l'ai pas ici, mais en fait, j'avais trouvé une statistique la semaine dernière ça a sorti dans Global News. C'est une brèche qu'il y a eu chez Poste Canada. Et cette brèche-là a fait en sorte que 44 entreprises qui étaient clients avec Canada Post ont été infectées. Ouais, ça a été énorme. Là. C'est quelque chose qui s'est passé cette année ou l'année passée. Là. On répète SolarWinds. C'est un peu ça, effectivement. Donc, une fois que dans la partie contenir, c'est beau, on a analysé, on a identifié les infections. C'est étape par étape, la récupération, petit bout par petit bout, pour arriver à avoir un environnement qui est fonctionnel. Mais faut avoir de la vision sur le réseau, il faut vraiment écouter ce qui se passe. Parce qu'à mesure à mesure qu'on restaure,
faut s'assurer qu'on détecte, puis qu'on nettoie, puis qu'on... Donc, ça peut être très chirurgical. Maintenant, on espère que ça n'a pas trop fait mal. On espère qu'on a ramené la business. On fait notre bilan, nos activités post-événement. Effectivement. Donc, il faut apprendre de nos leçons. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose, il faut l'avoir documenté. Documenter étape par étape ce qui s'est passé là. Donc, on établit des KPI au début. Donc, il faut être capable de prendre ces KPI-là puis comparer ce qui s'est passé dans notre événement. Donc, quand on fait des tests, la formation qu'on laissait, on va documenter. Mais quand il s'est passé vraiment quelque chose, c'est sûr que la performance n'a pas été la même. C'est clair, net et précis. On est des humains, on a toutes des niveaux de réaction, des stress. Puis, tu ne peux pas tout imaginer en commençant. Donc, en faisant ça, on est capable de documenter, modifier. Donc, s'il y a des éléments qui nous manquaient, il y a un vecteur d'attaque finalement qu'on n'était pas en mesure de détecter facilement ou d'analyser, il a fallu courir pour trouver un outil pour réussir à le faire, on va rajouter ça dans le toolkit. Si on a c'est sûr qu'il y a une partie légale, donc il faut être capable de répondre tout avec nos preuves légales, il faut les avoir. S'il faut répondre à des audits, si on a les assurances peuvent nous demander d'avoir justement ce plan de préparation à un incident. Donc, on va être capable de ça. Et on revient au logiciel. Il faut avoir les éléments pour être capable de se protéger. Donc, on va ajouter les éléments, les logiciels pour faire l'analyse, la détection, pour être vraiment protégé. Maintenant, pour conclure sur les activités post-événement, moi, dans ma gestion de risque, ce que j'appréhenderais, c'est que le plan de préparation n'est pas mis à jour. Pourquoi? Parce que ça se peut que lorsqu'on vive le stress, on a nommé des personnes, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas regardé. Et la personne responsable n'est plus avec l'entreprise, donc ça tombe entre deux chaises. Premier gros warning sign. C'est un document vivant. Hein? C'est vivant. Ça fait partie de ce que tu fais normalement, les plans de continuité d'affaires. Oui. Ça en fait partie. Le risque des gens qui soient là ou non. Donc, c'est pour ça que ça prend un plan qui est révisé. Ouais. Roger, j'ai 5 étapes de préparation. Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce que François et Chantal et Isabelle et Ibrahim vont être encore en mode panique? J'espère que moins. Parce qu'ils ont une plan, ils savent maintenant que tu ne vas pas fermer le courant puis tu ne vas pas commencer à aller. En théorie, tu as un plan, tu as quelque chose à te référer, tu as un maître d'œuvre qui va t'aider à ne pas paniquer. Ça ne veut pas dire que tu es heureux, mais tu ne paniques pas. En fait, on va les protéger contre les premiers réflexes qui peuvent leur faire plus mal que de bien. C'est laisser le chef s'occuper de ça. Exactement. Il y a un plan. Exactement. Okay. Roger, tu es directeur de la pratique de sécurité de NoviPro. Comment est-ce que tu peux aborder tous ces challenges, ces défis d'écosystème? En fait, rapidement, là, quand on regarde l'architecture de sécurité d'une entreprise, l'écosystème, on va baser ça sur des architectures de Zero Trust, ou ISO, NIST, on a parlé là-dedans, qui est le framework. On a Purdue qui est du côté industriel. Toutes ces architectures-là sont toujours bâties à partir du crown jewel qui est donné. Et ensuite de ça, on va bâtir l'appétit du risque, TI, TO, puis la gouvernance. Quand on fait ça, puis quand on travaille ensemble, Pierre, c'est de bâtir des plans de continuité d'affaires qui vont respecter l'appétit du risque, TI, TO, la gouvernance. On bâtit ces environnements-là, bâtit les plans basés là-dessus. Donc, la partie de Incident Response Plan, donc le plan de réponse aux incidents, fait partie d'un processus complet de gouvernance, de plan de continuité d'affaires, de pérennité de l'entreprise. Exactement. Ce qui est important lorsqu'on utilise les cadres de référence, c'est que pour commencer, on soit structuré. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut juste dire qu'on évite d'avoir des zones grises et des décisions qui tombent entre deux chaises. Et c'est pour ça que le formalisme, appliqué de la bonne manière au bon endroit, devient très important pour la pratique de sécurité. Exactement. Parce qu'il faut se rappeler d'une crise, il n'y a personne qui peut garantir combien de temps que ça va prendre. Ça, c'est encore de la pensée magique. Exactement. Puis, encore une fois, je reviens toujours, on passe le temps de dire, mais c'est pas si, c'est quand. Exactement. Il faut être prêt. Bien, parfait. Merci, Roger. Maintenant, passons à la période de questions.
Maintenant aux questions, Roger. Première question, c'est quoi la différence avec un plan de continuité d'affaires versus le plan d'intervention qu'on parlait ici? Ouais, en fait, ton plan de réponse à un incident, ça va faire partie finalement de ton plan de continuité d'affaires. Le plan de continuité d'affaires va nous permettre de déterminer, ça va loin, le plan de continuité d'affaires. Ça peut être à partir de l'alerte du feu, puis de où est-ce que tu sors du building avec c'est quoi les premiers répondants, puis c'est qui est dans ton équipe. Mais ça, c'est la business pure et dure. Tu vas avoir un plan de continuité d'affaires qui est vraiment TI. Donc, tu vas établir c'est quoi les risques de l'entreprise, les impacts, et puis là, tu vas définir tout comment ton entreprise va continuer jusqu'à la fin. La partie d'un incident response plan, c'est une partie, finalement, du plan en tant que tel. Ce n'est pas le plan complet, c'est vraiment une partie d'un plan de continuité des affaires. Donc, ton plan d'intervention, c'est une réponse aux éléments de risque qu'on identifie dans le plan de continuité des affaires TI. Exactement. Il faut toujours commencer avec l'analyse des risques et des impacts. Sans ça, c'est difficile de mettre de faire des investissements qui sont ciblés pour ta business. Et aujourd'hui, les attaques cybersécurité, ça vient de partout, ça fait qu'on ne peut pas tout répondre. On a une question ici, Roger, puis je crois que c'est important de cadrer c'est quoi un plan d'intervention. On parle de c'est quoi les angles morts d'un antivirus, exemple, les protéger pour les attaques zero day. C'est quoi les angles morts d'un système de détection, la fiabilité de ce genre d'outils. Est-ce que ça fait partie d'une pratique d'intervention ou c'est quelque chose qui doit être considéré avant ou après? Bien, en fait, hier, on a parlé, l'antivirus, ça ne vaut pas grand-chose. Il te faut un EDR, un XDR, un MDR, donc quelque chose qui va être plus avancé parce que justement, effectivement, 0D ne sera pas détecté par un antivirus normal. C'est une solution qui est un petit peu plus évoluée. Ben là, ça va te permettre d'aller vraiment investiguer, de voir si c'est normal comme behavior. Ça ne fait pas partie d'un plan de réponse aux incidents. Par contre, le plan de réponse aux incidents, à un moment donné, ça te permet de développer, d'améliorer ta posture. Donc, la posture, ça va-tu être justement, au lieu d'avoir un antivirus, ça va te falloir quelque chose d'autre pour être capable de vraiment répondre. On va utiliser un EDR pour faire du forensic. Mais après ça, quand on parle du bruit que tu as et ces choses-là, ben, à un moment donné, le MDR va te donner ou l'EDR, si c'est un endpoint que tu as, puis il n'y a rien sur le réseau, ben, tu vois ce qui se passe sur l'endpoint, mais tu ne fais pas ce qui se passe ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut regarder tous les items dans ton architecture, ce qu'il faut mettre des. Si tu vas avoir des logs sur ton firewall, si tu vas avoir des logs, là, ça te prend quelque chose d'autre pour être capable de ramasser ces logs-là et d'investiguer. Mais là, ça va te prendre un SOC, ça va te prendre quelque chose qui va faire cette investigation des analystes, parce que sinon, ça devient trop intense. On a une question, Roger, puis je ne suis pas sûr qu'on l'a abordé. On a le plan d'intervention. Tout ça, c'est beau, c'est pratico-pratique sur papier. La question qui tue, comment est-ce qu'on fait tester le plan? On ne veut pas que ça nous arrive, c'est sûr. Ça, c'est un vrai test. Oui, ben, en fait, écoute, il y a quelques façons de le faire. Idéalement, c'est que tu vas vraiment simuler une attaque. Donc, tu vas faire affaire avec des entreprises qui vont t'enfermer dans une salle, puis on simule une attaque, puis là, tu vas vraiment regarder ton staff. Tout le monde a des rôles. Dans le plan, on a établi des rôles. Qui fait quoi? Qui parle à qui? Puis c'est quoi les interventions de ces choses-là? Fait que dans le fond, c'est que tu pars une attaque, puis là, les gens doivent répondre, doivent faire leur rôle, puis communiquer, puis ça faire de même. Bon, ça peut devenir très intense, honnêtement, là, ce genre de test-là, parce qu'il y a un pressure. Ça peut être ça qui est enfermé, mais ça se fait aussi dans l'entreprise. Donc, on déclenche sans avertir l'équipe, sans avertir personne, il y a juste le board ou quelqu'un qui veut l'avoir, là, ou est-ce qu'on déclenche une fausse alerte, une fausse attaque. Là, l'équipe embarque. Et là, ben, c'est encore une fois, là, tu regardes le processus de tout le monde, le temps-réponse de tout le monde, est-ce que ça respecte? Puis, tu sais, on a fait les rôles, les responsabilités, on a fait le flow de communication, on a fait les documents qu'il faut remplir, puis les templates, puis ça. Il faut que ça se fasse. Là. Tout le monde, il faut qu'il embarque. Puis là, tu es capable, après ça, de
de faire un score. Donc, ça donne quoi? Où est-ce qu'on a réussi? Où est-ce qu'on était faible? Comment on fait pour améliorer? Puis c'est ça. Fait qu'il faut le faire. Puis il faut que ça soit fait. Oui, justement, on a un commentaire ici. Il dit, si ça prend des jours à se remonter, c'est sûr qu'on ne peut pas tester ça. Ce qu'on va tester, c'est la communication. Ouais. Dans le fond, les responsabilités. Si tout le monde est sur la garde. Oui, parce que dans le fond, le test, dans le fond, quand on simule, c'est pas la récupération. Non. Quand on regarde le plan dans ton incident, c'est la préparation, l'analyse, détection, le confinement. Après ça, tu vas faire du recouvrement. Puis après ça, bon. C'est sûr qu'on ne s'en va pas au recouvrement. On va arrêter le test avant le recouvrement. Mais, est-ce que j'ai répondu comme du monde? Est-ce que j'ai fait mon plan de communication a passé comme du monde? J'ai bien fait l'analyse, la détection, puis j'étais prêt à faire mon confinement parce que je t'ai rendu. OK, c'est bon. Après ça, c'est sûr que je ne suis pas en mode recouvrement parce que je ne peux pas me rendre là. On n'a aucune idée des impacts. Dans des vrais tests de relève, on va se rendre à des recouvrements, on s'en va dans le deuxième site, puis on restaure, puis on part les affaires. C'est rare qu'on va se rendre jusque-là. Mais surtout dans la partie Incident Response Planning. Oui, ce qui est impalpable et que jamais personne ne va être capable de quantifier, c'est le niveau de stress qui vient avec ça. On ne peut pas le pratiquer parce que c'est ce qu'on fait, la pratique qu'on a, on espère que ça demeure dans le domaine du théorique. Mais quand ça arrive, le stress, tu ne peux pas le pratiquer. Et aussi, ça se peut que les personnes qui ont été identifiées pour être dans la cellule de crise ne sont plus en poste. Ils ne sont plus dans l'entreprise. Oui, ce document-là. Ça fait partie du test. Ouais. Ce document-là, ce plan-là, c'est un document qui est vivant. Tout plan de continuité des affaires, c'est un document qui est vivant, qui doit être testé et révisé régulièrement pour s'assurer que c'est ça, les gens qui sont identifiés, formés, sont encore là, puis que ça a toujours rapport. Ouais. Tu déplaces ton environnement dans le cloud, puis ton incident il était dans le prem, quand tu as un document, il y a quelque chose qui vient de changer. Oui. Et ce qui est vrai, c'est que lorsque les choses vont mal, c'est qu'on a des trous. On n'a pas prévu certains trous, certaines passations de responsabilité. Donc, le but d'un test, c'est de regarder notre playbook, notre livre de jeu. Est-ce que ça a été selon les chapitres qu'on avait mis dedans, oui ou non, et on s'ajuste. Exact. Je pense qu'on est rendu pas mal au bout de notre temps, Pierre. Oui. Fait que je remercie tout le monde qui sont venus et on se venait à notre bout s'il y a quelque chose qui est venu nous jaser. Merci. Merci tout le monde.